la région du Fromager pour inaugurer le nouvel hôpital général de Gagnoa. Le chef de l'État a rencontré les cadres et les chefs traditionnels de la région. Ils lui ont exprimé la joie de toute la population de Gagnoa. L'école ivoirienne des sourds de Yopougon a ouvert ses portes au grand public. Objectif majeur, faire connaître ses structures spécialisées et surtout mettre en exergue les difficultés rencontrées par les sourds dans le système éducatif ivoirien. Au lendemain de l'élection présidentielle, les Kenyans sont suspendus à la publication des résultats du scrutin qui continuent de tomber au compte-gouttes. Voilà pour les grands titres. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce 23h sur RTI 1. On vient de l'apprendre, Hugo Chavez, président du Venezuela, est décédé. L'annonce officielle a été faite il y a environ 1 heure par le vice-président Nicolas Maduro après une réunion d'urgence au sommet de l'État. Plus de 3 mois passés à Cuba pour se remettre d'une 4e opération due à un cancer. Le président Chavez est rentré dans son pays il y a quelques semaines et selon la Constitution du pays, de nouvelles élections doivent être organisées dans les 30 jours. L'armée a d'ores et déjà été déployée dans la ville pour, selon les autorités, assurer la sécurité dans le pays. Retour en Côte d'Ivoire, dans la région du Fromager. Le chef de l'État Alassane Ouattara était à Gagnoa pour l'inauguration du nouvel hôpital général de la ville. Il a rencontré les cadres et chefs de la région. Ils ont exprimé leur joie au chef de l'État de voir cet ouvrage réalisé. Le président de la République Alassane Ouattara a mis à profit sa visite de travail à Gagnoa, la capitale du Go, pour échanger avec les chefs de village et les cadres de la région. Pour cette première visite du chef de l'État à Gagnoa depuis son accession à la magistrature suprême, les chefs du Go, par la voix de leur président, Bizier Lambert, ont remercié le président Alassane Ouattara pour sa présence à la cérémonie d'inauguration de l'hôpital général de Gagnoa. Nous lui avons dit également merci pour le joyeux hôpital qu'il nous a offert, qui est d'un plateau technique des plus élevés de la sous-région. Nous lui avons dit pour cela merci. Il a déjà répondu à notre préoccupation, celle qui consiste à venir effectuer une visite d'État à Gagnoa. Mais pour l'heure, nous avons fait de lui le grand chef du département de Gagnoa avec les attributs que nous lui avons remis. Mais comme don, nous lui avons offert un bélier plus un sac de riz, sachant que Madame la Première Dame n'est pas du voyage, qu'arrivée, elle va faire une belle sauce pour lui. Les cadres de Gagnoa, toutes tendances confondues, se sont félicités de la visite du président de la République. Ils ont souhaité que le chef de l'État vienne plus souvent à Gagnoa, ce qui pour eux serait profitable à toute la région. Nous avions transmis nos remerciements parce qu'il a décidé d'organiser une visite d'État à Gagnoa. Mais nous lui avons dit merci et nous lui avons demandé de considérer Gagnoa comme toute ville de Côte d'Ivoire et que tous les cas, quelles que soient les obédiences politiques, nous étions disponibles pour l'aider dans sa tâche. Je suis un diplomate, un ambassadeur en fonction. Donc le président ne peut pas venir chez moi et puis je vais être absent. Donc c'est un devoir que je suis venu accomplir. On souhaiterait qu'il vienne souvent pour que la ville puisse bénéficier de l'arrivée du président de la République. La visite du président, c'est le signe que le président aime le peuple de Gagnoa. Il aurait pu envoyer un ministre ou son premier ministre, mais il a tenu à venir lui-même pour faire cette inauguration. C'est un signal fort. Et le peuple de Gagnoa, en venant massivement à cette manifestation, veut lui montrer également que le peuple est attaché au président pour ce qu'il va faire. C'est un symbole, cette visite. Visite de travail bien sûr, mais qui va au-delà de toute espérance. Nous sommes heureux de recevoir ce plateau d'hôpital là, qui va essayer d'aider toute la région. Vous avez vu vous-même l'enthousiasme des populations à l'accueil et nous pensons que l'État est une continuité. Donc nous attendons encore plus du président Alassane Ouattara, parce que Gagnoa est quand même dans un besoin énorme. Ce que je voudrais souligner en particulier, c'est que j'ai vu tous les BT sortir. Les chefs de village sont là, les chefs de terre sont là, les chefs des familles
sont sortis. Et puis vous savez, quand quelqu'un n'est pas content, disait Fouboigny, on peut forcer quelqu'un à pleurer, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à rire. S'il n'est pas content, il n'est pas content, il ne va pas rire. Mais lisez un peu sur le visage de tous ceux qui sont venus. C'est la joie totale. Je suis très heureuse pour cette visite qu'a rendue le président de la République aux populations de Gagnoa. Ça ne fait que consolider la réconciliation. Je pense qu'avec sa venue, on ira de l'avant. Aujourd'hui, avec les équipements de pointe, nous pensons que les gens de San Pedro, Man et tous ceux qui sont à l'ouest, au sud-ouest, vont venir à Gagnoa ici. Ce qui, évidemment, sera un plus pour Gagnoa et son développement. C'est un acte majeur que le président de la République vient de poser à Gagnoa. Parce que la santé est au début de tout. Donc, j'imagine et je crois bien dire que toute la population de Gagnoa est heureuse. Et vous avez vu la mobilisation qui a entouré cet événement. Nous sommes très contents et nous souhaitons que le président revienne. Le président de la République Alassane Ouattara s'est par ailleurs entretenu avec la communauté Yacouba Sylla de Gagnoa. On ne peut pas ne pas être très heureux pour la cité du Go, pour la cité du fromager et pour la communauté Yacouba Sylla, parce que le docteur Alassane Dramane Ouattara, pour la première fois, président de la République, foule le sol de la région du Go. Et à notre sens, c'est une visite à la famille Yacouba Sylla. Nous sommes très heureux et nous ne pouvons pas dissimuler notre grande satisfaction, surtout en nous offrant cet hôpital avec toutes les spécialités en médecine. C'était un reportage de Awa Touré et c'est désormais une réalité. L'hôpital général de Gagnoa vient d'être officiellement inauguré par le chef de l'État pour un coût de construction de 7 milliards de francs CFA. Le nouvel hôpital de haute technicité compte 104 lits, 6 services spécialisés avec 128 agents. Awa Touré nous fait visiter cette structure sanitaire. Je suis à Gagnoa ce matin pour remettre officiellement l'hôpital général, votre hôpital, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Cet édifice de type pavillonnaire est réalisé sur une superficie de 28 470 mètres carrés pour une surface bâtie de 7 000 mètres carrés. Il a une capacité d'accueil de 104 lits et comprend 6 services spécialisés. Les urgences et la réanimation, la pédiatrie, la chirurgie avec 2 salles d'opération, la gynécologie obstétrique, l'imagerie médicale avec une salle de scanner et de radiologie. Ajoutez à cela des services techniques connexes avec entre autres un château d'eau d'une capacité de 40 mètres cubes, un groupe électrogène de 500 kVA, une station d'épuration, un incinérateur pour les déchets médicaux et une morgue de 10 places. Ces services sont répartis dans 12 bâtiments principaux reliés par des galeries couvertes. Coût total de l'opération, 7 milliards de francs CFA, dont 5 milliards apportés par la partie chinoise et 2 milliards pour la Côte d'Ivoire, entièrement financé par le PPU, le programme présidentiel d'urgence. Pour le fonctionnement de l'hôpital général de Gagnoa, une infrastructure de haute technicité, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a déployé 128 agents. 24 médecins, 2 pharmaciens, 43 infirmiers, 15 sages-femmes, 10 aides-soignantes et le personnel administratif au nombre de 17. Au personnel soignant du nouvel hôpital général de Gagnoa, je voudrais vous saluer, vous dire que nous sommes très fiers de vous. Je sais que vous mettrez à cœur de montrer votre professionnalisme et que vous ferez tout pour la prise en charge humaine de toutes les populations qui viendront vous voir dans ce bel hôpital.
à tous les professionnels de la santé, je voudrais vous dire que j'ai pris la pleine mesure de vos conditions de travail et même de l'inéquité de la situation dans le secteur de la santé. Je tiens donc à vous dire que vous pouvez me faire confiance pour réparer cette injustice qui a été faite au secteur de la santé. Je sais qu'en matière de matériel, que vous travaillez avec des plateaux techniques souvent inadéquats, et c'est pourquoi je me suis engagé à trouver des solutions dès que possible. La balle est maintenant dans le camp du personnel de l'hôpital général de Gagnoua qui doit accompagner le gouvernement dans sa volonté de relever la qualité des soins et donner un meilleur visage au secteur de la santé en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations, l'une des priorités du président de la République Alassane Ouattara qui entend rapprocher les services de santé de la population, surtout qu'il a décidé de faire de cette année 2013 l'année de la santé. En bref, demain mercredi 6 mars 2013, le Conseil hebdomadaire des ministres va se tenir à Abidjan. Après Gagnoua, direction Boisflé pour parler de la lèpre. Cette maladie invalidante continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Souleymane Ouattara, âgé de 70 ans et malade de la lèpre, nous relate les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Thérèse Tapeyoboué, commentaire. Souleymane Ouattara, malade de la lèpre. Il vit aujourd'hui à Boisflé dans le quartier Agbanou. C'est en 1978 que sa maladie est découverte. C'était des injections qu'on leur faisait. Et il a fait ça pendant un certain temps. Et après cela, il est parti à Raoult-Folero. Et c'est là-bas qu'on l'a pris en charge. Malgré les soins reçus, la maladie le rend presque aveugle et provoque la mutilation de ses doigts. C'est donc la fin des projets de cet homme. Qu'en 1978, lui-même il avait son commerce. Et d'ailleurs, même cette maison qui est là, c'est lui-même qui a construit au moment où il avait un peu de moyens. Et quand la maladie est venue, bon, il avait commencé celle qui est derrière vous. Voilà. Et c'est quand la maladie s'est aggravée qu'il ne pouvait plus rien faire. Face à ces difficultés, Souleymane Ouattara est obligé de mendier ou solliciter souvent son médecin traitant pour faire face à ses besoins. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des lépreux, Souleymane s'est dit heureux, car c'est un moment où l'on se souvient d'eux. Mais cette journée est-elle suffisante pour donner du sourire et faire oublier à Souleymane et à tous les autres malades de la lèpre les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Une note triste dans ce journal, le paysage politique ivoirien vient de perdre un de ses acteurs et pas des moindres. Le professeur Alassane Salif Ndiaye, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Paris. Professeur émérite d'université, Alassane Salif Ndiaye a été ambassadeur en France, ministre de la Recherche scientifique pendant 7 ans. Il était jusqu'à son décès secrétaire général de l'UDPCI. Le décès du secrétaire général de l'UDPCI a suscité beaucoup d'émotions au sein de la classe politique ivoirienne. Les réactions à chaud de certains partis politiques. Maîtris, abasourdi même par la nouvelle du décès du professeur Alassane Salif Ndiaye, secrétaire général de notre parti, que nous avons l'habitude de désigner sous le label et le nom de dernière volonté du président Robert Guy. Je voudrais profiter de votre micro pour présenter mes condoléances au président du parti, à la direction du parti, à tous les militants de l'UDPCI. Une grande consternation que nous avons appris le décès du professeur Alassane Salif Ndiaye, secrétaire général de l'UDPCI. La direction du RDR, par ma voix, voudrais exprimer en tout cas toute sa tristesse. Et je voudrais enfin rassurer sa famille politique et sa famille biologique de notre solidarité et de notre soutien. La Côte d'Ivoire vient d'être frappée par une triste nouvelle, celle nous annonçant le décès du professeur Alassane Salif Ndiaye.
Ça ne devrait pas être des déclarations de circonstances, parce que l'homme qu'il a été était un grand homme pour notre pays, au plan scientifique. Condoléances à tous ceux qui l'ont connu, au plan national comme au plan international. La perte du professeur Alassane Salif Ndiaye est vraiment un drame pour la Côte d'Ivoire. J'en profite pour présenter mes condoléances à son aîné, Doudou Ndiaye, et son épouse, Né Diallo. Je présente aussi mes condoléances à Ousmane Ndiaye, à Baba Ndiaye et à tous les membres de sa famille. Évidemment, mes condoléances aussi vont à sa famille nucléaire. La Côte d'Ivoire vient de perdre un de ses fils. Nous venons d'apprendre avec beaucoup de douleur le décès de M. Alassane Ndiaye. C'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. La famille universitaire perd un éminent universitaire. Le monde scientifique perd un grand scientifique. Et la Côte d'Ivoire perd un brillant ivoirien. Et au nom de mon parti, je voudrais dans un premier temps présenter mes condoléances à toute la famille, sa famille naturelle et sa famille politique également. Demain, mercredi 6 mars, marque la date limite pour le dépôt des dossiers de candidature aux élections municipales et régionales. Plus que quelques heures avant donc l'atteinte de ce délai. Dans les quartiers généraux, l'heure est au dernier réglage. Et puis à la commission électorale indépendante, les candidats se bousculent. Le constat de Doigt de Laser. Un beau monde encore dans les box de la commission électorale indépendante CEI à 48 heures de la date limite des dépôts de dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales à venir en Côte d'Ivoire. Dans les quartiers généraux des partis politiques, candidats et suppléants se bousculent pour les dernières vérifications des dossiers à transmettre à la commission électorale indépendante avant la date de clôture. Il fallait prendre le temps de contrôler nos dossiers, d'asseoir nos alliances et de confirmer tous les candidats avant de venir déposer. On a déposé le dossier depuis samedi matin, mais il y a juste 2 petites corrections à faire sur 2 dossiers. Et puis bon, voilà, on est venu leur remettre ces documents. Je viens d'avoir mon récépissé, pas de difficultés particulières parce que nous avons suffisamment préparé les dossiers avant de venir. En tout cas, je suis très satisfait et nous attendons. Selon les responsables de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, toutes les dispositions sont prises pour le respect du délai indiqué par la commission électorale indépendante. 14 listes que nous présentons. Au moment où on parle, nous avons déjà une dizaine de listes qui vont être déposées dès demain matin. Et il va rester 4 dossiers que nous allons certainement déposer le mercredi. Donc il faut dire que nous sommes pratiquement fin prêts. 22 commissaires centraux de la CEI, Commission électorale indépendante, ont investi les localités de la Côte d'Ivoire en vue de faciliter la bonne tenue des élections le 21 avril prochain. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, veille au grain. Les candidats sont à pied d'œuvre pour concrétiser leurs inscriptions avant le mercredi 6 mars à 17h. Plus de 226 dossiers de candidature pour les municipales et 11 dossiers pour les régionales sont enregistrés à la date du 28 février 2013. Un pas de plus vers la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation dispose désormais de représentants officiels à Duékoué, Guiglo, Mans et Touba. Ils ont la charge de recenser les victimes et de recueillir leurs propositions afin de faciliter le processus de la réconciliation, nous dit Francis Boifo. Duékoué, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les habitants sont sortis divisés de la crise post-électorale. C'est pour recoller le tissu social durement éprouvé que le bureau local de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR a été installé. Refuser d'être à Duékoué le modèle de l'incapacité des hommes et des femmes qui n'arrivent jamais à se dépasser. Instaurer le dialogue à la place de la violence. Après Duékoué, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et sa délégation se sont rendus à Guiglo et Mans. Objectif, installer les comités CDVR des 2 départements.
Une façon de rapprocher les populations de l'institution. Dans le temps, il fallait se déplacer. Maintenant, ceux-là sont avec nous. Donc tout le temps, on a l'occasion d'aller nous exprimer, dire ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, et puis eux, à leur tour, vont transmettre à leur hiérarchie. À Touba et Boisflé également, les représentants de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation ont reçu leur feuille de route. Ils sont chargés, tout comme ceux de Diokwe, Guiglo, Man et Touba, d'emmener les populations à s'approprier le processus de réconciliation nationale en s'appuyant sur la démarche de la CDVR. Elle consiste à rechercher la vérité et situer les responsabilités sur les événements sociopolitiques passés. Plus que 3 jours avant la Journée internationale de la femme, occasion pour nous de faire une incursion dans le quotidien des mères au foyer. Jeunes et dynamiques, ces femmes ont fait le choix de s'occuper de leur famille à plein temps. Une journée avec une mère au foyer, un reportage signé Alexis Ouedraogo. Un choix qu'elle assume avec le sourire. À 28 ans, Sandra a fait le choix d'être mère au foyer. Sa vie, elle l'a dédiée à sa famille. J'aime ça, je m'occupe de ma famille. Souvent, mes copines me disent que « Ah, Madame Gueye, tu ne vas pas déposer ton CV ici. » J'ai essayé de travailler en tout cas. J'ai essayé, puisque j'ai fait une formation d'agent de voyage, j'ai fait une formation d'assistance sociale, mais ça m'ennuie. Quand je suis là-bas, je veux bouger, je n'arrive pas. Mes enfants, comment est-ce qu'ils ont bien mangé ou bien le taxi les a bien déposés à la maison. J'aime ce que je fais, quoi. J'aime en tout cas. Un programme calé dès les premières lueurs du jour pour cette jeune maman. Le temps d'un saut à son salon de coiffure, elle donne des consignes à ses employés. Sandra retrouve sa cuisine avant que rentrent les enfants. Les midis, elle les passe en général seule avec eux. Après le repas de midi, on est assis là, on regarde un peu la télévision, on traîne un peu. À 13h30, ils vont s'apprêter. Et puis à 14h, je les accompagne à l'école. Après les cours le soir, c'est encore elle qui fait avec ses petits les exercices de classe. Écris bien ton zéro là. Mes enfants n'ont pas de mettre de maison. Donc c'est moi-même qui étudie avec eux. Je leur fais faire leurs exercices, les petits trucs. Et là, Sandra nous confie qu'elle a souvent recours à Internet quand son aîné lui pose petite colle. En toutes ces choses, Sandra demeure femme. Elle n'oublie pas de se consacrer du temps pour plaire à son époux. Avec mon mari, mais souvent on va dans les nightclubs, souvent on va à la plage. On sort souvent ensemble. Même si beaucoup de ses amis voient d'un mauvais œil ce choix, Sandra fait des émules. Et cet emploi de mère au foyer, Sandra Gueye ne voudrait l'abandonner pour rien au monde. Rendons-nous maintenant dans la commune de Yopougon, dans la zone ouest d'Abidjan. L'école ivoirienne des sourds a ouvert ses portes au grand public. Objectif majeur, faire connaître cette structure spécialisée et surtout mettre en exergue les difficultés rencontrées par les sourds dans le système éducatif ivoirien. Victorine Yao-Yoboué. Des élèves chantant l'abidjanaise avec des signes. Ce langage, ces enfants sourds et malentendants l'apprennent ici, à l'école ivoirienne des sourds, à partir de la maternelle. Mais cet apprentissage s'avère difficile parce qu'ils ne disposent pas de manuel adapté. Nous utilisons les mêmes manuels scolaires que les enfants dits normaux, alors que ces manuels-là ne sied pas à nos enfants. Il leur faut des manuels spécifiques. Figurez-vous que ces enfants-là participent aux mêmes examens à grand tirage organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Alors que les moyens utilisés pour enseigner ces enfants-là ne sont pas adaptés. Il n'existe pas de collège pour sourds en Côte d'Ivoire. Conséquence, les élèves sont orientés dans les collèges ordinaires après le primaire. Nous ne prenons pas en charge les collégiens. Donc, il se pose le problème d'encadrement pour ces collégiens-là, puisqu'ils sont dans les classes avec des entendants, avec un professeur qui parle alors qu'eux, ils n'entendent pas. Comment prendre note, comment suivre une explication de cours, tout ça, ils ne font que prendre note sur des camarades. Et ça pose un problème dans le suivi scolaire de ces enfants. Pas de manuel adapté, pas de collège pour sourds et malentendants. Ces journées portes ouvertes avaient pour but de sensibiliser les pouvoirs publics sur le fait qu'après le primaire, les enfants sont livrés à eux-mêmes.
Dans le secteur du transport urbain ivoirien, l'heure est à l'assainissement. Une opération de nettoyage est en cours pour démanteler les sites et les encaissements non autorisés par les syndicats. Francis Boifo s'est rendu dans les différentes gares de transport en commun. Les images. L'opération concerne ceux que les acteurs du transport appellent communément les Nyamoro, c'est-à-dire des personnes dont le travail consiste dans les gares et à certains endroits à charger les véhicules de transport urbain moyennant de l'argent. Il s'agit concrètement de dégager des voies et des gares routières, tous ceux qui exercent sans autorisation des syndicats reconnus par les transporteurs et assimilés. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça c'est hors syndicat. On leur demande de venir, nous allons leur donner des places. Il y a des sites où les syndicats on a organisé, il y a un droit de chargement. Une fois que vous chargez, alors vous payez le droit de chargement et puis vous partez. Il s'agit également de lutter contre le coût élevé des taxes instituées par ces individus qui chargent les véhicules. Les taux qui sont montés à 3 000, qui descendent à 300. Ceux qui prennent 2 000 qui descendent à 300. Ceux qui prennent aussi 1 000 francs qui descendent à 300 ou 200 francs. Parce que les chauffeurs souffrent tout. Tout individu qu'on le prend, que c'est un bagarre 1 000 francs, 1 200, il sera déféré. Débuté à Adjamé dans la commune marchande, cette opération de lutte contre le racket va s'étendre selon ses initiateurs à toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Elle va durer plusieurs mois. Objectif principal, assainir le milieu du transport urbain. Parlons culture, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC vient de voir son instrumenthèque réhabilité. Les instruments de musique de l'institution sont désormais conservés dans les conditions idoines. Evelyne Deba a pu le voir sur place à l'INSAC. Cela faisait plusieurs années que les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et actions culturelles, INSAC, n'avaient pas eu le privilège de jouer à un instrument dans une salle spécialement aménagée et confortable. Grâce à l'ambassade de Suisse qui a réhabilité l'instrumenthèque de l'INSAC, les 314 étudiants de l'école de musique et ceux du conservatoire de musique pourront travailler dans de meilleures conditions. Ça nous arrange, ça nous permettra de beaucoup bosser, de plus nous a donné encore à la pratique musicale. C'est bienvenu. Aujourd'hui, on se sent plus dans un institut qui enseigne la musique. L'instrumenthèque de l'INSAC contient des instruments européens et africains. On y trouve des guitares, des pianos, des saxophones, des violons, des batteries, des djembés ou encore tam-tam, des balafons, des koras et bien d'autres. Nous avons ici toutes les familles d'instruments parce que c'est une école de musique et nous avons l'obligation d'apprendre aux étudiants toutes sortes d'instruments. Ce sont environ 10 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par l'INSAC et l'ambassade de Suisse pour réhabiliter l'instrumenthèque de l'Institut national supérieur des arts et actions culturelles. Au dire de son directeur Tirbus Kofi, des salles de ce genre, il en faut au moins 4 pour permettre à l'Institut de fonctionner normalement. Construit dans les années 60, l'INSAC comprend 4 écoles. L'école des beaux-arts, de musique, de théâtre, de danse et de formation à l'action culturelle. L'Institut a besoin d'être entièrement rénové. Il faut au moins 30 millions de francs CFA pour réhabiliter la seule école de musique. Hors de nos frontières au Kenya, au lendemain de l'élection présidentielle, la commission électorale indépendante poursuit la publication des résultats au fur et à mesure. Les Kenyans sont suspendus à la publication de ces résultats 5 ans après un précédent vote qui avait tourné au bain de sang. Un mot de sport dans ce journal. Jacques Anouma, l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, ne pourra pas se présenter à la présidence de la CAF. C'est le verdict du tribunal arbitral de sport. Cette nouvelle ouvre une voie royale au Camerounais Issa Hayatou, qui devrait ainsi décrocher un 7e mandat consécutif. Jacques Anouma a été disqualifié parce que n'ayant jamais été membre du comité exécutif de l'instance de la CAF. Rappelons cette information pour terminer. Hugo Chavez, président du Venezuela, est décédé. L'annonce officielle a été faite par le vice-président Nicolás Maduro après une réunion d'urgence au sommet de l'État. Selon la constitution du pays, de nouvelles élections doivent être organisées dans les 30 jours à venir. Et c'est la fin de ce journal. À demain, 6h30 sur RTI 1 pour d'autres informations.